Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation, un hebdo un peu particulier après le premier repas de fête de fin d'année. Promis, on va essayer de faire du light de manière à ce que ce soit, euh, que vous puissiez le digérer de manière le plus aisée possible. L'Hebdo de la médiation, ça démarre et aujourd'hui, c'est sur les pics. Alors, Jean-Louis, les pics, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce concept qui est un concept de la médiation professionnelle, mais tu as décidé d'aller plus loin. Pourquoi? Oui, alors pour te dire, mais c'est un moment de réflexion, parce que quand on pense aux prêts d'intention, aux interprétations et aux contraintes, on pense tout de suite à tout ce qui est problématique dans les relations. Mais les pics, c'est aussi positif, hein, on l'a vu, et puis on reviendra sur le sujet. Et puis c'est aussi et puis, un peu plus ambigu, hein, c'est des postures d'autorité où on a comme ça des langages, hein, des habitudes de langage qui sont autant valables pour soi que pour les autres. Alors, dans la période de fête ou pas de fête, hein, ça va être des grands moments de relation, relation avec soi, relation avec les autres, et parfois c'est pas facile d'être en relation autant avec les autres qu'avec soi-même. Donc ça, les pics, c'est le premier élément qu'on peut voir et identifier dans une relation. Alors, pour faciliter l'approche des pics, on prend d'abord une catégorie. La catégorie typique des pics, c'est les pics négatifs. Hein. Ce qu'on peut dire, un prêt d'intention négatif ou d'intention, un prêt d'intention négative d'abord, c'est l'intention qui est négative, une interprétation qui est négative, hein. Bon, tout le monde voit ce que ça peut vouloir dire, peut-être, c'est pas forcément évident. On pourra citer des exemples, par exemple, Casse-toi, pauvre con, c'est une célèbre citation d'un président de la République que j'ai le plaisir souvent de citer pour différentes raisons, parce qu'il a été très riche dans ce domaine-là. Il n'a pas été le seul, mais quand même, celui-ci, il était particulièrement prolixe. Et donc, des interprétations qui peuvent être des insultes ou même des éléments un peu plus nuancés. Et c'est justement là qu'il va y avoir une découverte qu'on va vous partager. C'est l'objectif de cette émission, c'est de vous partager vraiment l'essentiel d'une découverte sur ces pics qui peuvent permettre aux médiateurs professionnels d'améliorer leur technicité, mais aussi à tout un chacun de pouvoir s'approprier une réflexion pour faire attention à ce qui est dit au quotidien. Alors, ne vous vengez pas sur les autres en disant, ben, ça y est, j'ai compris, moi, ce qui fait la différence dans la qualité de la communication, et puis je vais donner des leçons aux autres. Hein, ça, c'est une grosse tentation de toujours jouer le petit professeur. Avant de professer, appliquez les choses à vous-même et vous allez voir que vous avez du boulot parce que la manière dont vous vous piquez, c'est exactement la manière dont vous piquez les autres. Donc, dites-vous bien que les leçons que vous voulez donner aux autres, eh bien, c'est les leçons qui vous vont bien. Donc, voilà, c'est l'humilité. Ou alors, devenez formateur, quoi. Comme ça, vous donnez des leçons aux autres que les gens viennent chercher. C'est différent. Tandis que lorsque les gens viennent pas les chercher, eh bien, que vous avez envie de leur donner des leçons, commencez par vous donner la vôtre à vous-même, cette leçon. C'est ce qui s'appelle tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Et là, vous aurez du boulot pour pouvoir vous donner la leçon en question. C'est-à-dire, réfléchissez, réfléchir, c'est se regarder soi-même. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, quand Alors, on parle Jean-Louis, d'épique, hein, c'est vraiment fort. Hein. Jean-Louis, justement, là, on va quand même présenter le sommaire, comme ça les personnes pourront suivre petit à petit. Dans cette émission, on peut dire déjà qu'elle tombe à pic, entre les fêtes, Ah, absolument, oui, c'est ça, on peut le dire. obligatoire, hein. Et donc, au sommaire, on va voir les trois catégories de pics. La deuxième partie, ce sera le lien avec la palette des cinq langages. Vous allez voir, vous allez découvrir ou redécouvrir cette palette des cinq langages. Et la troisième partie, eh bien, ce sera l'innovation, les deux marqueurs, direct et indirect, de chaque pic. Donc, suivez bien chacune des étapes et on va évidemment commencer par définir ce qu'est un pic pour que vous puissiez mieux suivre si vous ne les connaissez pas. Et puis, pour les autres, ça fera une bonne révision
avant les jurys. Oui, c'est vrai que ça serait sympa. Parce qu'il y a les jurys qui permettent d'avoir un échange et puis de se dire parfois, ben, j'ai mal suivi ma progression sur le point de vue d'une personne. Ah, donc, un pic, comme je le disais tout à l'heure en introduction, et merci pour ce rappel au sommaire, c'est une manière de communiquer. On ne peut pas y échapper. Déjà, il faut bien se dire une chose, on n'y échappe pas. Les pics, ça participe de la communication normale de toute personne. Quand on vous dit arrête avec tes interprétations, oui, ben, toi aussi. Hein, ça, c'est facile. Mais c'est vrai que parfois, c'est l'augmentation de l'utilisation des prêts d'intention, des interprétations et des éléments d'action sur autrui qui font que ça devient désagréable. Ah, mais sinon, c'est normal. Je dirais que c'est normal, c'est la vie, c'est notre fonctionnement, c'est le fonctionnement de notre cerveau, que de rechercher à comprendre une situation en se disant, mais qu'est-ce que l'autre veut faire? Alors, c'est vrai que on comprend parce que il y a toute une démarche de motivation, et à partir de là, on attribue des intentions à quelqu'un. Ça s'appelle dans le PIC, le prêt d'intention, le P du PIC, c'est ça, c'est prêter des intentions à quelqu'un. Alors, le problème, c'est quand on prête des intentions à l'univers, ou quand on prête des intentions, par exemple, à un objet. C'est vrai que là, c'est quand même assez mystérieux. Ou alors quand on prête des intentions à des amis imaginaires. On imagine quelqu'un, Dieu, diable, etc., et on lui prête des intentions. Là, on est au sommet de la fantaisie, quoi, hein, de la fiction. Mais voilà, il y a des gens qui prêtent des intentions à ce qu'ils imaginent. Donc, c'est complètement de la fiction mentale. Hein, on pourrait se dire, c'est une construction, une invention de l'esprit. Alors, donc, ça procède de la même manière, par exemple, pour ce qui est des interprétations, c'est normal d'interpréter une situation, de trouver interpréter, c'est qualifier. C'est ça c'est beau, les interprétations simples, hein, ça c'est beau, ça c'est moche. Bon, voilà, on qualifie. Alors après, ben, on peut qualifier des comportements. Euh, Déqualifier des comportements, c'est bien, ça c'est mal. Hein. Ou t'es compétent, t'es incompétent. Alors, c'est vrai que c'est nuancé parce que parfois, t'es incompétent, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut, c'est pouvoir décrire. Le propos, n'empêche, qualifiant, ne décrit pas la nature de l'incompétence. Donc, il faut quand même savoir différencier ce qui qualifie de ce qui permet de décrire. Donc, dire à quelqu'un, t'es incompétent, c'est pas une description. Et ce que tu veux dire, c'est qu'il y a le constat, la conclusion à laquelle on arrive, qu'on donne assez facilement, mais finalement, on ne donne pas les arguments qui font que l'autre peut suivre le raisonnement et arriver à la même conclusion ou pas. Voilà, et puis c'est toujours désagréable de dire à quelqu'un, t'es incompétent, parce que c'est généralisateur. C'est-à-dire que c'est une étiquette globale qui est expédiée, collée sur quelqu'un, alors que peut-être la personne n'a pas été compétente ou n'a pas eu la compétence dans un domaine précis par rapport à quelque chose de très pointu. Et donc la qualifier d'incompétente, c'est un jugement global. Donc voilà, c'est l'interprétation, c'est ça c'est ce qui peut poser problème. Alors on le voit dans le négatif, hein. Et puis après, dans le C du pic négatif, c'est la contrainte. C'est quand j'oblige quelqu'un à faire quelque chose. Quand je dis à quelqu'un, tu dois faire ça, tu fais ça et tu te soumets. Et que j'ai les moyens de l'autorité d'exercer cette pression sur une personne, parce que, bah, évidemment, je ne me soumets que si je me sens sous une pression d'autorité. Hein. Donc, et c'est complètement arbitraire. Donc la contrainte, dans un espace de communication, d'affrontement, eh bien, c'est cette dynamique qui fait que je suis obligé de me soumettre à. Hein. Alors ça peut être dans un environnement culturel, ça peut être dans un environnement professionnel, ça peut être dans un environnement familial. Alors on peut voir que à partir de ce moment-là, il y a les pics négatifs, puis il y a les pics positifs. Alors les pics positifs corrigent un certain nombre de choses, hein, c'est-à-dire corrigent ou alors permettent d'apprécier quelqu'un.
Si je dis, ben, en fait, j'attribue des intentions positives à quelqu'un, hein, la personne veut m'aider, euh, la personne, euh, la personne veut me soutenir, veut que je comprenne mieux, je lui prête des intentions positives. Bon, alors après, c'est encore autre chose, parce que vous voyez que tout de suite, quand on pense à ça, aux intentions positives, on a tout de suite l'idée que ça peut pas marcher. Hein, si vous regardez, ah, je lui prête une intention positive, oui, d'accord, mais quand même. Ah, non, ça, c'est encore un autre aspect de la communication, de l'ingénierie relationnelle. C'est des aspects de reconnaissance, d'identification, etc. Je laisse de côté ça. Hein. Mais déjà, faites le constat qu'on peut prêter des intentions négatives et qu'on peut prêter des intentions positives. Et que on peut avoir comme ça des propos jugeants négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors on peut avoir des propos jugeants complètement positifs. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de promoteur, c'est quelqu'un de compétent, hein, voilà, par exemple. Alors ça, c'est plus facile à entendre, mais ça dépend. Parce que parfois, c'est nuancé. Ça dépend de la qualité de la relation dans laquelle on est. Si on est dans une relation qui est pas très très agréable, faire un compliment à quelqu'un, c'est mal perçu. Ça, c'est Mais sûr, dans une équipe, quand il y a un problème entre le manager et un salarié, et qu'il y a des tensions déjà qui existent, et puis le manager pourrait dire, ah, il est sympa, lui. Et l'autre, il va le prendre en disant, ouais, vraiment, il me prend vraiment pour un voilà, incompétent, un nul, un abruti, et ça va augmenter en fait la conflictualité. voilà. Donc l'utilisation des pics positifs, hein, il faut vraiment être attentif au contexte dans lequel on le fait. Bah, évidemment, ça peut, parce que on peut dire, ah oui, toi, t'es quand même compétent, quand même. Hein. Voilà, ça, c'est pas un pic positif, c'est un pic nuancé. Mais c'est pour ça, en fait, il est chargé de négatif. Et ça, il faut quand même pouvoir l'identifier. Alors, dans le C des pics positifs, je vous fais pas de mystère, c'est l'idée d'une contribution. C'est comment on contribue à quelque chose. C'est-à-dire, au lieu de contraindre, on contribue. Je vais prendre un exemple déjà très simple. À la maison, papa, maman ou le parent dit va à l'école. Alors que tu n'as pas du tout envie d'aller à l'école, toi, là. Hein. Tu n'avais pas envie d'y aller, eh ben, va à l'école. Alors, bon, moi, j'ai eu un avantage, c'est pas moi, personne qui m'a dit de aller à l'école. J'étais directement dans le bain de l'école. Donc, mais c'était la situation. Donc, va à l'école, c'est contributif. C'est pas pour contraindre l'autre, c'est pour contribuer à un projet. Alors, c'est la fine nuance qu'il peut y avoir entre la contrainte et la contribution. Il faut justement y réfléchir. Vous voyez, ça vaut le coup de passer un petit instant sur l'idée des pics négatifs et pics positifs, et puis pas se dire en se disant, ouais, moi je contrains l'autre, mais c'est positif pour lui parce que je sais ce qui est bon pour son bonheur. On a vu, hein, il y a eu des mesures gouvernementales comme ça, contraignantes euh, et détournées, parce que on fait ça pour votre santé, mais en fait, c'était fait pour les bourses des laboratoires, quoi, en fait. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est les pics, c'est toujours très, très nuancé. Il faut être attentif à ça. Et puis, on peut voir que, justement, je viens de le dire, il y a une troisième catégorie de pics. Et ça a fait, quand j'ai sorti cette idée, ça a fait discussion parce que c'était soit, quand on dit pic négatif, pic positif, on pense tout de suite à se dire, bah, il doit y avoir des pics neutres, quoi. Hein. C'est parce on est habitué à faire de l'électricité. Tu vois, tu prends une décharge positive, une décharge, bon, t'as un fil négatif, et puis, bah, bon, voilà, tu dois avoir un neutre. Eh ben non. Ben non, il faut retrouver en fait ce qui caractérise la communication. Regardons qui est-ce qui porte des propos jugeants légitimes. Quand je dis ça, c'est avoir un propos jugeant légitimé, légitime. C'est quoi? Avoir un prêt d'intention légitime. Ben, en fait, c'est parce qu'on est dans une posture d'autorité.
Et c'est ce qui va s'appeler non pas les pics neutres, mais les pics d'autorité. Donc il y a les pics positifs, les pics négatifs et les pics d'autorité, par exemple. Eh bien, pensez qu'une personne a une stratégie, une volonté, une détermination à commettre un acte. Et là, si on considère que la personne n'a pas eu cette détermination, n'a pas eu cette volonté, n'a pas fait exprès, eh bien, elle va bénéficier de circonstances atténuantes. Ça, c'est le juge. C'est la personne qui est en posture de juger, de trancher, de pouvoir dire, il avait de l'intentionnalité ou il n'y avait pas d'intentionnalité là-dedans, dans cet acte-là. Donc ça, c'est de la dynamique de pré-d'intention avec une posture d'autorité. De même que pour qualifier un acte. Donc ça, pour dire que ça, c'est un vol, et donc la personne est un délinquant, par exemple. Alors on le voit, délinquant d'habitude. Hein. Tu peux avoir une délinquance occasionnelle, situationnelle, ou alors une délinquance d'habitude. Alors la délinquance d'habitude, elle est tout de suite beaucoup plus sanctionnée que la délinquance occasionnelle ou situationnelle. Ça dépend en fait de la mesure, de la manière dont le juge va apprécier. Alors, c'est quelque chose qui va faire que le juge va qualifier à la fois l'acte et la personne. Donc ça, c'est un vol, donc l'autre est un voleur. Mais vous voyez que ça reste quand même des interprétations, parce que ça qualifie, mais ça ne décrit pas. Donc on est encore dans le pic. Donc tout à l'heure, on était dans le prêt d'intention, mais qui est une lecture de l'acte. C'est toujours une supposition. Parce que qu'est-ce qui permet de traiter réellement cette intention construite? Quand bien même la personne dirait oui, j'ai eu l'intention de. Donc on dit bah, c'est la preuve que vraiment elle avait l'intention, puisqu'en fait elle a avoué. Mais cet aveu, il peut être de circonstance. Donc le prêt d'intention reste quand même un prêt, beaucoup moins incertain qu'un prêt bancaire et beaucoup plus parfois illusoire. Donc, c'est le troisième élément, le C du pic d'autorité, c'est le contrôle. C'est-à-dire que d'un côté, on a la contrainte pour le négatif, de l'autre côté, on a la contribution, et dans le côté pic d'autorité, eh bien, on met les gens sous contrôle. C'est-à-dire que, vous voyez, comme on est là, on juge, eh bien, une fois qu'on a jugé, eh bien, on contrôle le jugement. Déjà, on contrôle l'exécution du jugement. Alors, ça marche pas forcément très très bien, hein, sinon ça se saurait. Mais c'est comme les autres, hein. C'est comme les autres pics, ça marche pas forcément bien, mais n'empêche que c'est un processus. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, j'espère que ça a été clair, là, Jérôme, à ce que j'ai raconté. Alors oui, peut-être que pour le contrôle, on peut parler du bracelet électronique. Absolument, oui, il y en a certains qui ont dû en bénéficier, hein. Notamment, on a un ancien président. Bon, on a un ministre de la Justice qui a échappé, mais ça aurait pu. Oui. Euh, Voilà, mais c'est vrai que c'est des outils de contrôle. Alors, il y a le bracelet électronique, il y a le fait d'aller pointer au commissariat. Ça, c'est des manières de faire. Mais ça, c'est ce contrôle-là. Mais il y a aussi, par exemple, le juge dit, bah, vous devez aller voir un médecin ou aller suivre une thérapie, etc. Il peut faire des préconisations comme ça avec un contrôle judiciaire, avec un contrôle de suivi médical. Hein. Donc il y a aussi cette manière de faire. Et puis il y a, dans les pics d'autorité, il y a aussi tout ce qui est de l'environnement, par exemple, sur les risques psychosociaux dans les entreprises, où là, des systèmes de contrôle sont largement développés sur des systèmes de prédintention. Quand on dit ça, c'est un risque, hein, c'est un risque, ça c'est une supposition, mais on qualifie et on met en place des systèmes de contrôle. Vous voyez, c'est aussi intéressant de voir que c'est pas seulement dans l'environnement judiciaire, ça peut être aussi dans les processus, dans les procédures qui sont mises en place dans les entreprises, sans qu'on s'en rende compte qu'en fait, ben, c'est pic, et c'est pic d'autorité. Parce qu'à un moment donné, c'est inscrit dans la loi. Alors on dit c'est inscrit dans le marbre, mais c'est inscrit dans la loi autant que c'est inscrit dans la loi.
parce qu'à un moment donné, ben, les lois, ça bouge. Et ça bouge, sinon ça ne serait pas venu. Et puis, ben, il y en a plein qui disparaissent parce qu'on se dit, ben, en fait, c'est inadapté. Alors, donc, et quand on fait une bonne lecture de ça, on peut mieux comprendre à quoi ça sert. Est-ce que c'est pertinent que le système soit maintenu comme ça? Parce qu'on voit que, par exemple, tout le système judiciaire évolue. Tout le système de décision judiciaire, d'interprétation, il a complètement évolué. À un moment donné, on pensait que les gens étaient animés par le diable. Après, ben, on s'est dit, ben, il mérite une psychanalyse ou il faut une psychothérapie. Voilà, il y a une forte évolution. Maintenant, on peut se dire aussi, ben, il suffirait peut-être de plus apprendre des choses dans la vie et à l'école plutôt que de rechercher à punir. On voit que, par exemple, il y a une ministre là qui est sortie avec un texte qui fait que des parents vont être punis pour la délinquance de leurs enfants. Euh, Alors qu'en fait, ils ont pas eu les moyens aussi de pouvoir comprendre et d'apprendre comment mieux faire. Hein. Donc, on leur fait porter la responsabilité qui est en réalité une responsabilité sociétale. Donc c'est quand même très très problématique. Et on voit que les pics d'autorité sont des éléments très répandus sans qu'on y fasse attention. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments hein, où on peut voir que l'intérêt d'identifier les pics qu'on retrouve sur la palette des 5 langages d'ailleurs. Oui, elle permet de situer les variantes de pic parmi les langages catégorisés émotionnels. Alors, vous allez voir apparaître sur l'écran justement cette palette des 5 langages. On vous dit qu'il y a des langages catégorisés émotionnels, c'est l'antipathie qui est à gauche, la mésopathie et la sympathie. Alors, Alors, on les a concernant... illustrés, excuse-moi, mais on les a illustrés, hein, je les ai illustrés tout à l'heure. L'antipathie, par exemple, hein, j'ai dit, c'est insultant. Hein. La morale, c'est pas bien ce que vous avez fait. On a vu que le pic d'autorité, il est là, hein, Oui, dans la dans cette mésopathie. partie-là. Hein. Et puis la sympathie, c'est la complicité, comme vous le voyez sur le tableau qui est là. Voilà. Alors, il y a une question qui reste, c'est l'empathie. Alors, on a dit qu'il y avait 3 langages émotionnels. Et puis l'empathie, eh bien, l'empathie, elle est un peu entre les deux. Donc, c'est variable les pics qui apparaissent dans ce langage-là. Et parfois, ça n'apparaît même pas dans les énoncés. Il y a un petit peu... alors, l'haltérocentrage, c'est pas un langage émotionnel, c'est un langage rationnel, en altérité. Mais dans l'empathie, il y a un mix, en fait. On va faire des pics, et puis pour les médiateurs, on va faire un peu de FCR aussi. L'empathie est à la lisière entre le langage émotionnel et le langage en altérité. Donc on va retrouver plus ou moins de pics, on va trouver plus ou moins de langages qui sont plutôt en altérité, et ça va faire un mix dans lequel apparaissent parfois ou pas dans les énoncés des pics. Ça, c'est la palette des 5 langages. Et notez bien que dans votre quotidien, eh bien, vous l'utilisez. Sans vous en apercevoir, quand vous êtes en colère, vous allez utiliser plutôt le langage antipathique. Et que quand vous êtes avec un copain et que vous essayez d'obtenir de lui son soutien, vous allez être dans la complicité. Et puis dans l'empathie, quand vous allez être confronté, par exemple, à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile et que vous allez être à côté de lui, et oui, je comprends ce que tu vis, c'est pas facile. Eh bien, vous voyez que finalement, sans le savoir, cette palette des 5 langages, vous l'appliquez. Maintenant, vous la connaissez. Et puis, vous voyez que il peut y avoir des conséquences à l'utilisation de ce langage, de cette palette des 5 langages, et que en traduisant un langage en un autre, eh bien, vous allez pouvoir limiter la conflictualité ou au contraire la renforcer. Alors, on vous demande pas de la renforcer, mais si vous avez envie de jouer avec un médiateur, vous pouvez très bien utiliser ces 5 langages-là. Et comme ça va faire un discours sympathique entre l'adversité et l'altérité. Oui, normalement, un médiateur, quel qu'il soit, ils devraient tous être formés à l'identification de ces 5 langages. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est la manière dont il va réguler les relations entre les parties et attirer l'attention, la conscience de chaque personne sur sa manière de s'exprimer vis-à-vis de l'autre ou voire avec soi-même. Hein. C'est-à-dire que la personne qui, par exemple, dit, mais qu'est-ce que je suis con?
Tu vois, c'est très symptomatique. Ou quel imbécile, ça paraît être moins insultant, mais c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est mettre du poison en soi, hein, et du poison dans sa communication. Et ça, c'est pas bon du tout pour les fêtes, hein, c'est pas bon du tout, hein. Moi, je le dis, mais même pas pour mais pour les fêtes au quotidien, hein. C'est-à-dire, si vous faites ça, eh bien, vous vous démolissez intérieurement et vous vous empoisonnez l'existence. Et petit à petit, ben, en fait, vous avez une communication intérieure et qui est le reflet de votre communication extérieure et réciproquement. Donc, si vous insultez les autres, hein, vous en avez la mesure en vous, hein, de tout ce que vous pouvez dire sur les autres. Hein, plus les gens sont des gros et des grands cons, plus vous pouvez vous dire que vous avez la mesure du volume et de la taille en vous. Et c'est de vous dont vous parlez en premier lieu. Donc, ce qui était dit dans la cour de récréation, c'était pas faux, hein. C'était, ouais, c'est celui qui dit qui est. Ça, c'est bizarre, mais c'est logique en même temps. C'est terriblement logique. Donc, ce que dit Jérôme, c'est très clair, c'est que vous avez ces 5 langages, et il n'y en a pas d'autres, hein. Après, c'est que des jeux de nuances. C'est très, très clairement un langage d'adversité, un langage agressif, euh, pénible, fait d'invectives, d'insultes, d'hostilité, de rejet, hein, de peur, d'agitation de la peur sur les autres. Ou alors, bah, il y a toute cette approche moralisatrice qui fait que on peut se dire, bah oui, ça c'est vraiment pas bien, mais enfin je comprends que vous puissiez faire des choses pas bien, mais n'empêche que ça doit être puni, hein. Ça, c'est quelque chose qui est relativement courant, parce que on est à l'écart de ce qui s'appelle l'empathie, mais on est bien dans une démarche qui est terrible, qui est celle de la bienveillance. Hein, remarquez bien que la morale et la bienveillance, c'est deux complices, hein. Et vous comprenez que quand je dis ça, ben, on peut faire le lien avec cette idée de la bienveillance qui annonce la punition future. Hein, parce que c'est de la morale, en fait. Alors les gens disent, mais non, la bienveillance, c'est être bienveillant. Ben oui, ben on le voit tout le temps. La bienveillance, c'est toujours arriver à la limite de trébucher sur la malveillance. Hein, et puis de dire sur la tolérance. Et puis stop. Et puis après, c'est après le stop, après le seuil, c'est la punition. Donc voilà, vous avez ces langages-là qui sont typiques. Et donc, si vous faites de la médiation, bah, commencez par vous approprier ça, quoi. Avant de vous dire, je vais regarder dans quel sens circulent les yeux, ou aller interpréter où est la zone du langage dans le cerveau. C'est-à-dire, commencez par vous dire, j'écoute comment les gens parlent, et j'écoute comment je parle, et comment je construis ma parole avec cette palette de la communication. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Dans le sommaire, c'est le dernier point, mais c'est du lourd. C'est du lourd parce que, en fait, il y a 2 marqueurs pour chacun des pics. 2 marqueurs qui sont pas évidents quand on y pense, mais qui sont nécessaires pour bien comprendre, en fait, la relation que j'ai avec l'autre et la relation que j'attribue à l'autre avec moi. C'est-à-dire comment je fais pour penser ma relation aux autres. Alors je prends pareil, le pic, le prêt d'intention. Je commence par celui-là. On a commencé par celui-là pour les autres. Vous avez vu, on va prendre le prêt d'intention négatif et on va avoir sur cette émission que l'approche des pics négatifs, et vous pourrez faire des extrapolations après sur les autres aspects, mais ce qui va vous servir dans l'immédiat, par anticipation, c'est sans doute de bien comprendre la différence qu'il y a entre un aspect direct et un aspect indirect dans les pics. Parce que c'est ça, la dernière découverte de compréhension. C'est par exemple,
Si tu dis, Jérôme, eh bien, l'autre veut mon malheur, c'est quand même très différent que l'autre veut me pousser à la faute, c'est-à-dire veut me pousser à faire mon propre malheur. C'est... Vas-y. C'est vrai qu'on est un peu sur de la nuance, mais comprenez bien que le rapport direct, c'est qu'on pense que l'autre va avoir une action contre soi, et le côté indirect, c'est que l'on pense que l'autre veut nous manipuler pour qu'on ait une action négative contre soi-même. C'est tout ce rapport entre le direct et l'indirect, vous me direz, c'est infime, parce qu'on s'imagine que l'autre nous veut du mal d'une manière ou d'une autre. Oui, mais ça vient préciser quelque chose qui, pour l'instant, était subodoré, mais non marqué, non pensé, non mis en mots. Donc ça va vous compliquer la vie si pour l'instant vous faites la découverte des pics, mais gardez-le bien au chaud, hein. Oui, c'est vrai que si les gens, les personnes qui sont là et puis qui découvrent le fait qu'il y a des prêts d'intention, des interprétations, des contraintes, et puis qui mélangent tout avec d'autres concepts un petit peu floutés de toute nature, c'est vrai que là, quand on dit, mais en plus, il y a des nuances. En plus, il y a une nuance qui, qui est quand même importante parce que d'un côté, on va considérer que la personne est violente, et de l'autre côté, on va considérer que la personne est perverse. Euh, D'un côté, on va considérer que l'autre a une volonté d'action, et de l'autre côté, comme tu le dis, on va considérer que l'autre a une volonté de manipulation. C'est des choses différentes, parce que je ne vois pas l'autre de la même manière. Je peux aussi avoir le sentiment d'être insulté, ou entendre vraiment des insultes. C'est différent. J'entends quelque chose qui est très directement insultant, où je considère que l'autre m'insulte. On C'est-à-dire, on peut peut-être clarifier ça directement avec un exemple, hein. La ouais, qualification directe, donc le jugement, l'interprétation négative directe, c'est t'es qu'un pauvre con. ouais, Ça, c'est direct. Et la personne nous le dit franchement. Et l'autre, c'est ah, toi, tu fais partie des personnes qui réfléchissent pas beaucoup. oui, C'est un sous-entendu dévalorisant. oui, ou ça peut, c'est un sous-entendu dévalorisant, ou alors je peux le prendre comme étant un sous-entendu dévalorisant. C'est-à-dire, est-ce que mon interprétation est juste ou est-ce qu'elle est faussée? C'est très, très nuancé. Donc, mais là, n'empêche que ça peut être dans l'indirect. Tu vois, j'avais un client qui disait que quand il entendait parler ses salariés, lui, c'était pas le nez qui poussait, c'est ses oreilles. C'est comme ça qu'il savait que ses salariés mentaient. Alors, c'était un petit peu compliqué parce que lui, il avait une référence à Pinocchio, que quand il mentait, donc il aurait le nez qui poussait, le garçon de bois. Mais lui, quand il entendait les mensonges, il avait les oreilles qui grandissaient. Tu vois? Donc, c'était chargé de sous-entendus que, au début, personne ne comprenait. Et puis, à force de répétition, les gens ont compris qu'en fait, c'était sa manière à lui de les traiter de menteurs, ou de considérer que ce qu'il disait n'était pas pertinent. Et donc, quand il entendait des choses qui n'étaient pas pertinentes, c'est-à-dire qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas utiles, etc., stop, lui, il disait, ah tiens, là, j'ai les oreilles qui poussent. Ce qui est joli, c'est que Hein. c'est imagé, mais c'est tout Oui, aussi dévalorisant. c'est tout aussi dévalorisant. Et donc, il était étonné que dans son entreprise, il y avait une mauvaise ambiance. Parce qu'il n'avait pas que ça, hein, qu'il en avait d'autres qui étaient plus lourdes.
qui n'étaient pas plus fines d'ailleurs, mais bon, lui, il trouvait que c'était des jeux de mots, des jeux d'esprit qui témoignaient d'une finesse d'approche de la réalité et puis des relations avec les autres. Donc, il n'avait aucune notion de ça. Quand je lui ai fait le retour, quand j'en avais noté quatre cinq comme ça, des boutades qu'il avait réussi à sortir dans une même réunion. Ah, il cumule. Il cumulait. Et donc, je lui ai fait la liste. Il est sorti furieux de son bureau en disant que je ne comprenais pas son humour. C'est quand même, c'était pas facile. Je lui ai dit, vous voulez vraiment avoir le retour? Oui, oui. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr? C'est comme ça. Vous êtes sûr? Alors bon, c'était il y a une trentaine d'années de ça, hein. Et donc il me dit, oui, 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 je veux. Alors je lui dis, bah écoutez, voilà, j'ai une petite liste pour vous. Allez-y. Donc voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça, ça, ça. Donc ne vous étonnez pas que ça marche pas dans votre boutique. C'était un cabinet comptable. Donc, si jamais, il saurait se reconnaître parce que c'était quand même assez exceptionnel d'avoir les oreilles qui poussent quand on écoute les autres. Et donc, c'était quand même fort, quoi. C'est quand même fort d'aveuglement. Mais ça l'a surpris d'avoir ce retour, hein, sur des interprétations négatives qui étaient juste des sous-entendus, des valorisants, hein. Mais c'était pas direct. Alors on peut voir que dans la contrainte, il y a aussi deux nuances, directes et indirectes. Le direct, c'est quand on oblige quelqu'un, on oblige. Alors on l'oblige, bien évidemment, dans l'obligation, il y a une menace. Mais l'indirect, eh ben, c'est l'empêchement. On empêche quelqu'un, on l'amène à ne pas faire. On l'amène à se bloquer lui-même. Alors, c'est là où c'est très nuancé, parce que est-ce que c'est un prêt d'intention ou est-ce que c'est une réalité contraignante? Empêcher quelqu'un, ça peut être je ne t'oblige pas à faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, on indique à la personne ce qu'elle va être empêchée de faire. Alors, si on Mais peut faire une image, en fait, là, je me permets de te couper parce oui, il y a une image qui n'est pas vieille, hein, c'était il y a quelques jours. C'est la personne qui, juste avant toi, prend le dernier chocolat. Ben, il t'empêche de manger du chocolat. alors ça peut être ça. C'est pas, t'as pas d'obligation d'en manger. Oui. Ah ouais, mais T'es bon, empêché. je suis Oui, empêché de le manger. t'es empêché. Alors t'es empêché, c'est-à-dire que là, c'est même on va cacher du chocolat, si tu veux, parce que c'est la période. Donc voilà, c'est la manière de faire dans un contexte, hein. Il faut bien comprendre que les pics négatifs, c'est dans un contexte où évidemment la relation se dégrade. Et donc, vous voyez qu'il y a des nuances, et les nuances sont les suivantes. Je reviens dessus. C'est, on dit qu'une personne veut nous nuire ou qu'elle veut nous amener à nous nuire nous-mêmes. Ça vaut le coup de passer un petit instant de réflexion. Enfin, prenez des notes, hein, parce que c'est peut-être vous qui êtes en train de vous dire, bah, tiens, est-ce que je vais euh, faire en sorte de nuire à cette personne, ou est-ce que je vais l'amener à se nuire, hein. Alors, bon, il ne faut pas vous étonner que parfois les stratégies sont débusquées. Euh, c'est donc avoir des propos directement insultants ou indirectement insultants, c'est-à-dire méprisants, voire obliger des personnes ou les empêcher. Voilà les nuances du direct et de l'indirect en matière de marqueurs pour ce qui est des pics. Donc vous avez maintenant toute une palette et que vous en fassiez un bon usage. Réfléchissez et si vous avez des observations, évidemment, ne vous privez pas.
En tout état de cause, nous sommes là pour recevoir et faire progresser la qualité des relations humaines dans les entreprises et dans l'ensemble des organisations, et puis aussi à la maison. En résumé, eh bien, nous avons vu ce qu'étaient les pics, les trois catégories de pics, le lien qu'il y avait entre la palette des 5 langages et l'innovation de l'année, les deux marqueurs directs et indirects de chaque pic. Et puis, on vous a dit qu'on n'avait fait que pour les pics négatifs, ces deux marqueurs. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est que dans les commentaires sous cette vidéo, contribuez. Allez-y. Essayez de déterminer quels sont les pics plus directs et indirects, les pics d'autorité directs et indirects. Amusez-vous à ça. Et puis, on vous donne rendez-vous le mercredi 3 janvier pour une émission très spéciale. C'est l'émission des vœux sur cette émission, évidemment, il y aura des représentants des organisations de la médiation professionnelle qui vont eh bien, vous donner leurs objectifs pour cette année et puis passer un peu de temps avec vous, un temps de qualité. Merci Jean-Louis de venir sur ces émissions, d'animer cette émission même, mais surtout de la nourrir de tous ces concepts qui nous permettent, nous, médiateurs, de continuer à rester vigilants, à réfléchir à nouveau, à reprendre ces éléments et donc à nous améliorer. À bientôt. À bientôt. Bonne fête.